Il existe deux régimes de responsabilité ayant des logiques différentes, la responsabilité civile, contractuelle ou extra-contractuelle, et la responsabilité pénale. La responsabilité civile fait naître l'obligation légale pour l'auteur de faits quelconques d'indemniser sa victime. Cette indemnisation est le plus souvent pécuniaire, mais peut très bien prendre la forme de prestation de services ou de fourniture d'un bien. La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose toujours la réunion de trois conditions. D'abord, un fait dommageable, c'est-à-dire une action quelconque qui va déclencher l'obligation d'indemnisation. Dans le cadre d'une responsabilité contractuelle, liée à l'existence d'un contrat entre les protagonistes, le fait dommageable se trouve dans le non-respect du contrat. Rappelons en effet que si l'une des obligations au contrat n'est pas exécutée du tout ou exécutée en partie, voire en retard, son créancier peut soit en poursuivre l'exécution forcée, soit résoudre le contrat en cas de manquement grave de son débiteur, mais toujours avec la possibilité d'être indemnisé. Il doit alors justifier d'un dommage ou préjudice, si l'on se place du point de vue de la victime, qui résulte d'une atteinte à ses revenus ou à des pertes financières, ou des atteintes à ses biens qui auraient été perdus, détruits totalement ou partiellement, ou des atteintes psychologiques comme des stress post-traumatiques, des pertes d'êtres chers, des souffrances de toute nature, notamment celles qui seraient consécutives à des blessures subies, tous ces préjudices pouvant se cumuler. Enfin, la troisième condition veut qu'un lien de cause à effet entre le dommage et le fait dommageable soit établi. Ainsi, lorsque des retards de livraison de matières premières, le fait dommageable, a entraîné des pertes financières pour l'entreprise, le préjudice économique, et une atteinte à sa bonne réputation sur le marché, un préjudice moral, l'entreprise qui veut mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son fournisseur pourrait demander l'indemnisation de tous ces préjudices à condition d'établir le lien de causalité entre les pertes subies et la livraison en retard, les pertes devant être la conséquence directe de la mauvaise exécution du contrat. Quant au montant de l'indemnisation, il se négocie à l'amiable ou à défaut devant les juridictions judiciaires. Néanmoins, l'auteur peut s'exonérer de sa responsabilité dans trois cas. Lorsqu'un tiers est intervenu dans la réalisation du dommage, opérant ainsi un partage de responsabilité entre le débiteur, partiellement fautif, et cette tierce personne, en proportion de la part de responsabilité de chacun. Ou lorsque la victime, ici le créancier, a concouru elle-même à la réalisation de son propre préjudice. Ou enfin en cas de force majeure, c'est-à-dire lorsqu'un événement totalement insoupçonnable le jour de la conclusion du contrat, et qui n'est pas le fait du débiteur en cause, comme par exemple une catastrophe naturelle, une pandémie, une grève générale, etc., vient totalement empêcher la bonne exécution de l'obligation, sans que le débiteur ne puisse mettre en place une solution de remplacement, quel qu'en soit le coût qu'il devrait assumer seul. Si cette force majeure est temporaire, l'exécution de l'obligation ne serait que retardée, sans que ce délai supplémentaire n'entraîne aucune indemnisation du créancier. Néanmoins, si ce délai est inacceptable pour ce dernier, il peut demander la résolution du contrat. Résolution qui est d'ailleurs retenue lorsque le cas de force majeure est définitif. Et si le créancier est remboursé de ses prestations empêchées qu'il aurait déjà payées, il ne sera cependant pas indemnisé pour les conséquences qu'aurait pour lui cette résolution du contrat. Les mêmes principes s'appliquent pour la responsabilité extra-contractuelle, dès lors que le préjudice ne naît pas de la mauvaise exécution d'un contrat. Cette dernière repose sur le fait que chacun doit assumer les conséquences de ses propres actes,
qu'il s'agisse d'actions commises en toute connaissance de cause, ou qu'il s'agisse de simples fautes d'inattention ou de maladresse. Mais on doit aussi assumer les risques liés à l'action des choses dont on a l'usage et le contrôle, quand on en est par exemple le propriétaire, le locataire ou encore le voleur. Que cette chose se soit mise en mouvement par elle-même, une voiture dont le frein à main n'a pas été actionné, un pot de fleurs qui chute d'un balcon ou un ski mal planté dans la neige qui dévale la piste par exemple, ou encore qui joue un rôle actif dans la réalisation du dommage en raison d'une quelconque anormalité. Un tapis mal étalé, un objet tombé au sol sur lequel une personne buterait, entraînant sa chute par exemple. Mais encore les risques liés à l'action de personnes dont on est responsable. C'est alors cette dernière qui indemnisera la victime en lieu et place de l'auteur des faits. Ainsi, les parents indemnisent les victimes des faits de leurs enfants mineurs dont ils ont la garde. Les instituteurs, et par conséquent l'État pour l'enseignement public ou sous contrat, ainsi que les maîtres d'apprentissage pour le fait de leurs élèves ou apprentis durant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. On tient néanmoins compte de l'âge des auteurs pour reprocher ou non cette faute de surveillance. Ou les commettants du fait fautif de leurs préposés, situation que l'on trouve par exemple dans le rapport employeur-salarié, ou encore d'une manière générale, toute personne qui accepte la prise en charge de quelqu'un. Notons enfin l'existence de réglementations spéciales, comme la responsabilité du producteur pour avoir mis sur le marché un produit qui s'avère défectueux, causant ainsi des dommages auprès des utilisateurs. Là encore, la personne déclarée responsable peut trouver à s'exonérer dans le fait d'un tiers, le fait de la victime ou le cas de force majeure, dont l'imprévisibilité est analysée comme un événement soudain, rare ou d'une exceptionnelle ampleur. Cependant, ces exonérations sont inefficaces, par exemple, pour le commettant qui ne trouve d'exonération que dans l'abus de fonction de son salarié, essentiellement. La responsabilité pénale, quant à elle, répond à une logique différente, puisqu'elle cherche à sanctionner un délinquant ou un criminel, de manière à ce qu'il s'amende et ne réitère pas à l'avenir les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, lorsqu'un auteur commet sur une victime des faits dommageables qui peuvent être qualifiés de contravention, de délit ou de crime, la victime peut signaler les faits à la police ou la gendarmerie, qui les transmettront au procureur de la République, qui, s'il estime les faits suffisamment graves ou suffisamment constitués, poursuivra l'auteur devant les juridictions pénales. Celles-ci peuvent condamner éventuellement ce dernier à des peines privatives de liberté ou restrictives de droit, voire des amendes prévues au code pénal, ou encore à des mesures contraignantes sous la surveillance des autorités ou de travailleurs sociaux. La responsabilité pénale supposant 3 conditions de mise en œuvre: l'existence d'un texte qui réprime les faits reprochés, que les faits soient établis par preuve ou par intime conviction et correspondent aux faits réprimés par le texte, ceci étant d'interprétation stricte, et enfin que l'auteur a eu conscience de mal agir ou qu'il ait intentionnellement voulu nuire à quelqu'un ou à la société, car la répression des infractions d'imprudence ou de négligence sont l'exception. Notons que la présence d'une victime n'est pas toujours nécessaire pour les poursuites pénales. Le délinquant peut lui aussi s'exonérer de sa responsabilité dans d'autres cas que ceux prévus pour la responsabilité civile. Ces cas ont généré tant de jurisprudence que seuls les traits généraux vont être cités, comme l'existence de troubles psychiques ayant retiré toute conscience de l'acte à l'auteur au moment des faits, des faits commis sous la contrainte, la riposte immédiate et graduée à une attaque contre les biens ou les personnes de manière à la faire cesser, le fait de commettre une infraction dans le but d'en faire cesser une autre plus grave, le commandement de la loi ou d'une autorité légitime.
La sanction pénale s'occupe ainsi de rétablir l'ordre social, sans indemniser la victime, qui, elle, doit intenter une action civile contre l'auteur des faits. Néanmoins, déposer une plainte avec constitution de partie civile permet de joindre les deux procédures lors d'une même action en justice devant les juridictions pénales. Par ailleurs, il n'existe pas de responsabilité pénale du fait d'autrui. Ainsi, le salarié sera-t-il toujours responsable pénalement de ses propres actes, quand bien même il les aurait commis sur ordre de son employeur, qui, bien que responsable civilement a priori, pourrait dès lors lui-même être condamné en tant que complice ou co-auteur.